Allow me to recognize our esteemed panel this morning. I'd like to acknowledge the Honorable Ségolène Royal, who is the President of COP21 and the Minister of Environment in France. Allow me to recognize the Honorable Saladin Mesrour, the Minister of Foreign Affairs in Morocco and the forthcoming President of COP22. Allow me please to recognize the Honorable Karl Herman Gustav Schlettwein, who's the Minister of Finance in Namibia. Allow me please to recognize Mr. Mohamed Bouvogi, who's the Director General of the Africa Risk Capacity. Allow me please to recognize Mr. Peter Craig McQuaid, who's the Head of Unit for Sustainable Energy at the European Commission. It's a long title, but welcome. And last, our host at the annual meetings of the African Development Bank, the President of the bank, Dr. Akinwumi Adesina. Without further ado, I'd like to call on the President of the African Development Bank to share his thoughts on what we can do to make sure that the momentum and the gains of COP21 are not lost as we pave the way to COP22. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, je dois vraiment remercier beaucoup à Madame Ségolène Royal pour être venue ici. Elle a pris l'avion hier, elle est venue ici. Merci beaucoup parce que votre participation et engagement est très important pour nous. Et vous êtes le président de la COP21. Merci beaucoup. Et bon, on est sur la route vers COP22. Donc, j'étais mis au milieu de la présidente de COP21 et la présidente de COP22. Donc, c'est moi qui vais faire les choses sur le ligne. Je aussi remercier le ministre des Affaires étrangères du Maroc pour être venu, mon frère Bouzoua. Merci beaucoup. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et let me say that what Africa looks forward to. Before I just go into that, Madame Royal, s'il vous plaît, si vous pouvez transmettre à président Hollande tous nos remerciements pour tout son leadership, de ce qu'il avait fait à COP21, pour le grand succès de COP21. Et on est vraiment sur la feuille de route pour que les choses marchent avec le résultat. Merci beaucoup. And let's clap for France because they did a great job of that. As we move then from COP21 to COP22, let me share with you some of our own thoughts. Let me start from my experience when I went to Malawi just recently. I went over there and I saw that in Malawi they have energy poverty. And on my way to the airport, I saw so many bicycles. And all I saw on the bicycles were nothing but firewood, and firewood. And I told the Minister of Energy, I said, you will not have any trees left in 10 years. The minister said, I disagree with you, Mr. President. I actually don't agree at all. And I said, why do you disagree with me? He said, because in 3 years, we will have no trees left in Malawi. That is the kind of action that we are talking about. In Africa today, we do energy scavenging. We don't really have energy. Most of what we call energy is firewood, is biomass, is all those kind of things, and that is not energy. But if we don't take action, there will be a massive amount of deforestation, biodiversity losses, environmental degradation, and all those things. So we have to have action. Africa, as we look at this, needs energy. It needs energy for three things: for light, for base loads for industries. It needs also light for cooking. Energy for cooking. We must focus on the energy mix for Africa that allows us as a collective to reduce the total emissions that we have. But we must also recognize that we need to be technology neutral. What is crucial for Africa is to reduce the total emissions, but not to put barriers or constraints on Africa beyond what was agreed in Paris and already reflected in the INDCs which countries have submitted. We must not change the rules of the game in the middle of the game. We need fairness, we need justice for Africa. Let me say that attention must shift as we go to Marrakesh to the priority challenges for Africa, since we are hosting it in Africa today. We don't just want to host COP22.
We want Africa to demand actions on priorities, on its own priorities, not the priorities of others. Africa will, as we look to COP22, will not need admonition, neither will it need exhortations. Africa will and must demand action. And what else can actually tell you how that is important is the issue of climate financing. In COP15, there was $100 billion that was talked about. And $100 billion was again reaffirmed in Paris. But we had a panel in this annual meeting, and one of the things that one of our leaders said is that we're still looking for the color of that money. So we need that money very much here in Africa. Let me thank France, Germany, and also thank Canada and others in the European Union for support behind the Africa Renewable Energy Initiative, which was launched in Paris. I think that the African Union support on that is fantastic, and that this should be what will give us 10 gigawatts by 2020 and 300 gigawatts by 2030. The African Development Bank was asked to host this by the African Union, and we are ready to get moving on this. And so support for that is needed. When Madame Royal visited me, we discussed about this. Madame Royal, c'est quelqu'un qui est connu pour action. Elle voulait faire les choses très vite, et moi aussi, je suis engagé pour faire les choses très vite, donc vite avec vitesse. Donc je pense que ça va aller. Il faut qu'on fasse les choses pour qu'on aille vite. I want to say climate financing for Africa is going to be very critical. We have Mr. Biagovi here. Africa is suffering today from impacts of climate change. It's suffering badly. As we speak, 50 million Africans are going to be at the risk of food insecurity before the end of December. From Malawi to Zambia to South Africa to Zimbabwe to Namibia to Lesotho to Kenya to Rwanda, it's a massive, on dit en français, bouleversement for Africa today. So we really do need to fast-track access to climate finance to Africa today. And Madame Royal, I'm glad that you're here. I would like to particularly ask for your support for the for the Green Climate Fund and the Global Environment Facility to pay for the premium for African countries towards the Africa Risk Capacity. Je voudrais simplement expliquer ça pour que ça soit clair pour moi. C'est que nous voulons que vous nous aidiez pour que le Green Climate Fund, c'est le fonds vert, non? On dit, je sais pas. Hein? Fonds vert de climat, et aussi de Global Environment Facility, paye pour la cotisation de je ne sais pas comment on dit le premium, c'est quoi? Hein? L'assurance pour tous les pays africains, pour les Africa Risk Capacity, parce que ça c'est très important. Ça a été fait pour le Sénégal, et le Sénégal a reçu 17 millions de dollars comme payout, c'est ça très important. Je pense qu'il y avait discuté ça avec le secrétaire général des Nations Unies, et aussi avec tous les présidents de Banque mondiale et tous les banques multilatérales, ils sont d'accord avec moi. Il faut l'action sur ça très urgent. Let me also say that African Development Bank will be at the forefront in terms of renewable energy in Africa. We will even do differential pricing to encourage countries to move also a lot of their work in renewable energy. Let me say that we will do grid, off-grid, and mini-grid systems. We have so many successes to talk about as well in Africa. South Africa is a great example. With their IPP work on on renewable energy, it's fantastic. They've been able to mobilize $20 billion, $9 billion from outside, and the remaining actually from South Africa. We've seen what has happened with the M-Kopa in Kenya and several others. What we need now is to scale up many of these things. The African Development Bank funded the Lake Turkana wind project in Kenya, which is the largest in Africa. We also funded the Noor project in Morocco, and it was fantastic. Let me congratulate the King of Morocco for that. That is the largest concentrated solar farm in the world. And so it's no surprise that we are coming, Sorry? Okay, we're coming back to you. Thank you very much for that. So we just want to scale up on renewable energy. But as we do that, let's also not misinterpret COP21. COP21 committed to low emissions. It did not commit to no emissions. Africa should not be held to a standard it cannot meet, because those standards no developed country also can meet it. I think that's very, very important. I also think that I would like to say that it's important for us to also look at the issue of action. We need to move rapidly
talk is cheap. Africa has no time to waste. We must move to action. The only thing that matters for Africa now is no more promises or exhortations. Our people demand action. They were all here throughout these annual meetings. They demand climate justice. They demand action, not in the future, but they demand action now. So we should go from talking to executing action on the commitments that were made. Monsieur le Ministre from Morocco, the bank will strongly support the government of Morocco as you host COP22. We have already started that discussion with you. Just like we did in Paris, we will support strong African participation at COP22. We will also support the African Pavilion. I just wrote you last week to ask for that, your support. So be assured of the full support of the African Development Bank behind Morocco to help you succeed on this. We will also continue to support all African countries to implement their INDCs. But we will not come to Morocco for more discussions. We will simply come for more actions on what has been agreed. So, Madame Royal, merci encore pour être venue. Monsieur le ministre, le président de COP 22, 21, 22, merci et que Dieu vous bénisse. Thank you very much to you, Dr. Adesina. So just to give you a sense of how I'm going to conduct this session, because we don't have much time and we've got equal pairing of languages. So I'm going to give each panelist a moment to share their thoughts and then ask very focused question to each panelist. We will do this for every one of them and then we will open questions from the floor. When we do take questions from the floor, I'm going to be quite strict. Your name and your question. Your name and your question. Not a reflection, not an opinion, a question. I hope that's fair. Yes, we're using energy efficiently today. So I'd like to begin with you, the Honorable Ségolène Royal. In a few short words, your reflection, the successes, the shortcomings of COP21 and the Paris Agreement, and what are the issues at stake as we go to Marrakech. Merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier mon ami, le président Adesina, d'abord de m'avoir invité et surtout d'avoir choisi le thème de cette session sur l'énergie et le changement climatique. Je sais qu'il est très engagé, qu'il a déjà fait beaucoup de propositions et que cette dynamique-là a contribué aussi à la réussite de l'accord de Paris et contribue aussi à la réussite de ce qui se passe après l'accord de Paris, donc entre la COP 21 et la COP 22. Et je suis une nouvelle fois aussi très heureuse d'être aux côtés de Salah-Eddine Mezouar, qui va reprendre le flambeau dans quelques temps, avec lequel nous travaillons très étroitement pour réussir cette dynamique entre la COP 21 et la COP 22. Je voudrais dire deux choses très simples. La première, je voudrais exprimer toute ma gratitude au nom de la présidente de la COP, mais aussi au nom du président français qui a accueilli la COP en France, au continent africain et aux pays africains, parce qu'ils ont joué un rôle majeur dans la réussite de l'accord de Paris. Pourquoi ? Parce que le continent africain est un continent qui fait partie des plus grandes victimes du dérèglement climatique. Le réchauffement climatique, la désertification, la déforestation, la disparition de l'eau, et en même temps qui s'est engagé dans cet accord de Paris. Et même mieux, nous avons eu parmi les 190 pays qui ont apporté leur contribution nationale, c'est-à-dire dire comment ils allaient lutter contre le réchauffement climatique, nous avons eu 53 pays africains, c'est considérable. Lors de la signature de l'accord de Paris, il y a eu 49 États africains, c'est aussi considérable. L'Afrique aurait très bien pu rester en observateur en disant « Écoutez, nous, ça fait des années que l'on subit le dérèglement climatique. Vous, les pays du Nord, vous avez réussi votre développement industriel grâce aux énergies fossiles. Nous n'avons ni énergie fossile et maintenant on nous demande même de concevoir un autre développement à partir des énergies renouvelables. Et en plus, nous n'avons pas suffisamment le transfert de technologie et les moyens financiers de nous développer. Et malgré cette contradiction, malgré cette difficulté, le continent africain s'est engagé dans l'accord de Paris. Et donc la seconde observation, c'est que nous avons une responsabilité. Nous avons maintenant un devoir à l'égard du continent africain.
Et je dirais même, en tant que présidente de la COP, ce que nous serons capables de faire, notamment pour permettre l'accès à l'électricité du continent africain, va déterminer le bilan de l'application de la COP 21. Et c'est pour moi un des sujets majeurs. Et ce sujet majeur, je le résumerai peut-être en 2 points très opérationnels, puisque je partage tout à fait ce que dit le président Adesina sur notre volonté, ce n'est pas la première fois que nous travaillons ensemble, notre volonté de passer maintenant rapidement aux actes. C'est que dans les 15 pays africains que j'ai visités au cours des 12 derniers mois, j'ai entendu un message, le message de l'impatience, le message de l'attente, le message du besoin de simplification, le message du besoin de clarification des enjeux financiers et un mode d'emploi simple, et aussi mettre sur la table maintenant rapidement la liste des projets d'énergie renouvelable qui vont démarrer. Et l'engagement que j'ai pris à leur égard, en tant que présidente de la COP, c'est de dire comment et dans quel délai les 10 milliards de dollars qui ont été annoncés dans le cadre de l'initiative énergie renouvelable pour l'Afrique, qui a été entérinée d'ailleurs par l'Union africaine, adossée à la Banque africaine de développement, appuyée sur la coalition des États africains pour l'environnement que préside actuellement l'Égypte. Et donc, tout ce dispositif qui a été décidé à la COP21, dont j'ai la responsabilité de rendre des comptes au niveau de l'application, c'est de dire très rapidement comment ces 10 milliards vont être rapidement engagés et de mettre sur la table un certain nombre de projets opérationnels dans les différentes filières du renouvelable, l'hydroélectricité, la géothermie, le photovoltaïque et l'éolien, bien évidemment, à la fois des grands projets et des petits projets. Donc l'idée, ce sur quoi j'ai travaillé au cours de ces derniers mois, en allant voir les uns et les autres, c'est de faire l'inventaire, la liste de tous ces projets, et maintenant d'être capable de les classer en fonction de la façon dont ils peuvent rapidement démarrer et de la façon dont ils peuvent rapidement bénéficier de 2 choses. D'une part, ces 10 milliards de dollars qui ont été annoncés, qui sont sur la table, qu'il faut maintenant engager sans tarder. Et d'autre part, ce que l'on m'a demandé aussi dans l'ensemble des pays européens où je me suis déplacée, c'est la simplification aussi des engagements, des aides de l'Union européenne. Donc il y a eu tout un travail fait avec les commissaires européens concernés. Et là aussi, l'engagement que j'ai pris, c'est de travailler avec la Commission européenne et de dire rapidement comment les 3 milliards d'euros de la Commission européenne, qui sont des subventions, donc qui peuvent permettre de démarrer très rapidement des projets, vont être là aussi rapidement mobilisables et de faire en sorte que, alors qu'aujourd'hui, l'examen des dossiers met plusieurs mois, parfois 18 mois, parfois 2 ans, et ça c'est devenu insupportable pour les pays qui attendent de l'engagement. Comment est-ce que la Commission européenne va structurer, réformer l'engagement de ces fonds pour que je puisse en effet rapidement aussi là donner les règles du jeu des engagements. Voilà les 2 points très opérationnels. Donc je rendrai public dans les jours qui viennent après avoir finalisé ce rapport avec le président Adesina et avec Salah-Eddine Mezouar, parce que je souhaite qu'il y ait une cohérence entre la COP 21 et la COP 22. Et ensuite, nous rendrons public ce pré-rapport de la présidente de la COP 21 et les pays pourront s'engager, ces fonds pourront venir sur ces projets. Et du coup, mon souhait, c'est qu'il y ait ensuite une dynamique sur les financements privés-publics, une dynamique sur les banques internationales de développement, une dynamique par rapport aux travaux qui sont déjà sur la table pour que l'on puisse là vraiment porter une espérance, passer des discours aux actes et se dire ça y est, c'est devenu irréversible, ça y est, ça démarre, ça y est, l'Afrique va enfin avoir droit à accéder à l'électricité pour les 3 usages que vous venez de très brillamment de résumer: l'accès à l'électricité pour s'éclairer, l'accès à l'électricité pour développer les énergies et pour valoriser sur place les ressources africaines, et enfin l'accès à l'électricité pour cuisiner, parce qu'il y a là la grande problématique de la déforestation, qui est un cercle très difficile, parce que la déforestation entraîne du réchauffement, la déforestation entraîne de la désertification, la déforestation entraîne la disparition de la biodiversité. Et donc là aussi, il y a dans les énergies renouvelables, et appuyé en particulier sur les femmes, sur le pouvoir des femmes, sur la volonté des femmes, sur les projets des femmes dans les communautés villageoises. Il faut vraiment qu'on donne le pouvoir aux femmes dans l'usage de ces énergies de proximité, parce que les femmes sont les premières victimes de ce réchauffement climatique, et en même temps, elles en constituent aussi la principale solution en proximité pour pouvoir transmettre aux générations futures une planète en meilleur état que celle
que nous avons trouvées en arrivant. Voilà les différentes problématiques. Voilà le sens de la responsabilité qui est la mienne telle que je l'ai comprise en vous écoutant, en écoutant les chefs d'État, en écoutant les institutions qui sont chargées de ces sujets. Et mon souhait le plus cher, c'est d'apporter ce soutien, cette aide, et qu'on puisse se dire entre la COP21 et la COP22, quelque chose d'irréversible s'est construit et qu'enfin l'Afrique va avoir accès à l'électricité. Madam Royal, I wouldn't be a true BBC journalist if I didn't start asking a few hard questions. So here they come. We heard Dr. Adesina say the Paris Agreement committed to low emissions and not no emissions. How do you respond to people who say that Paris Agreement actually was not the success that everybody says it was? Je dirais que l'accord de Paris, au contraire, est un grand succès. C'est un grand succès parce que la communauté internationale s'est rassemblée autour d'un même modèle de développement. Quel que soit le niveau de développement des pays, la taille des pays, la latitude de ces pays, les pays froids, les pays chauds, les grands pays, les petits pays, les pays pauvres, les pays qui attendent désespérément l'accès au développement. Et donc cette communauté de vision de l'avenir de la planète, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Et le lien est très fort entre l'accès au développement, la diminution des inégalités, la lutte contre la pauvreté et l'accès aux énergies renouvelables. Et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a un lien très étroit entre l'accord de Paris, entre le sommet mondial sur les problèmes humanitaires dont je reviens à Istanbul, et où l'on voit que les migrations sud-sud, par exemple en Afrique, et la déstabilisation des États sont dues aussi aux problèmes climatiques parce que des millions de gens fuient la désertification. Et donc ça, c'est un élément absolument crucial à comprendre, que les grandes mégalopoles du monde sont situées sur les bords de l'océan, qu'avec la montée de l'océan, il y a une menace sur les villes, que la montée de l'eau dans les deltas, notamment si l'eau monte de 50 cm, dans le delta du Nil, il y aura un déplacement de 4 millions de personnes. Donc on voit bien aussi que les migrations sud-sud, dont on ne parlait jamais jusqu'à présent, sont un élément clé. Et donc l'accès aux énergies renouvelables, c'est aussi l'accès à la paix, à la sécurité, à la santé, à l'alimentation, et tout est lié. La deuxième chose, c'est qu'on observe que dans les guerres qui ont eu lieu au cours des 50 dernières années, il y a toujours une dimension climatique. Pourquoi ? Parce que la désertification conduit à la flambée des prix de l'alimentation, donc conduit aux émeutes de la faim, donc conduit à la déstabilisation. Et ça, c'est un élément absolument crucial. Et le dernier point, c'est qu'il y a un lien très étroit entre le chômage des jeunes, le manque d'électricité et le terrorisme. On le voit dans la région du lac Tchad avec Boko Haram, qui est lié à des phénomènes climatiques, puisque la disparition du lac Tchad a entraîné la déstabilisation des communautés villageoises, la ruine de l'agriculture, et donc le départ des jeunes, et donc l'enrôlement des jeunes dans les mouvements terroristes et dans Boko Haram. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre pour mesurer l'urgence de l'accès à l'énergie et de l'accès à l'électricité. Et sur le continent africain, il y a donc 3 sujets structurants majeurs qui ont été décidés à la COP21. L'initiative pour les énergies renouvelables, j'en ai parlé. La Grande Muraille Verte, qui doit permettre de freiner la montée de la désertification. Et là, c'est un projet magnifique et un projet essentiel. La protection du lac Tchad et la reconstitution de l'accès à l'eau dans cette région. Et enfin, il y a toutes les problématiques liées à la gestion des fleuves, par exemple le fleuve Niger, avec le désensablement du fleuve Niger, le fleuve Sénégal qui a des gros projets très très bien structurés d'accès à l'hydroélectricité. Et on voit que la petite hydroélectricité, la grande hydroélectricité, je suis allée survoler par exemple le barrage Inga, je pense que c'est un projet qu'il faut faire. On entendait beaucoup de contre-vérités. Les ONG disaient qu'il fallait déplacer des dizaines de milliers de populations. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas une zone habitée. Donc il faut à la fois de grands équipements et de petits équipements de proximité pour que les communautés villageoises qui vont être surplombées par une ligne de haute tension aient aussi accès à l'électricité. Donc on peut très bien articuler l'autoconsommation des énergies renouvelables et les grands équipements dont l'Afrique a cruellement besoin. Okay, thank you for that comprehensive answer. You also emphasized the need for quick, speedy, focused action. Now, we know that the agreement in itself
is binding, but how countries go about pursuing some of these objectives is voluntary. Do you think you can get quick action if at a country level people can still decide, I'll take up this percentage or that percentage at my discretion? Oui, vous avez raison, il y a une contradiction parfois entre le pointillisme des négociations et l'enjeu de l'accord de Paris. Moi, je suis optimiste. Pourquoi est-ce que je suis optimiste? Si tout le monde s'y met, c'est-à-dire les citoyens, les entreprises, les villes, les territoires, les États, les associations, c'est parce qu'on a aussi compris que le défi climatique, s'il n'était pas relevé, conduisait à des catastrophes, et que s'il était relevé, ce défi climatique, avec la transition énergétique, c'était une nouvelle chance à saisir. Ce sont de nouvelles opportunités, ce sont des entreprises, ce sont des filières de la croissance verte, à la fois dans les pays émergents ou dans les pays qui ont besoin d'accéder au développement, qui ont de gros problèmes de pauvreté. C'est une façon de sortir de la pauvreté. L'accès à l'électricité, ça conditionne tout le reste, quasiment tout le reste, on vient de le voir, d'une part. Et d'autre part, même pour les pays industrialisés qui connaissent un ralentissement de la croissance, eh bien, il faut que leurs entreprises évoluent, il faut que leurs entreprises aussi innovent. Et quand il y a de l'innovation, à ce moment-là, il y a de la création de valeur ajoutée. Mais il y a une condition qui est très importante et que je mettrai dans mon rapport, c'est qu'il faut aussi penser parallèlement la formation professionnelle. Vous voyez, on voit beaucoup d'équipements d'énergie renouvelable en Afrique, par exemple des barrages hydroélectriques qui n'ont pas été entretenus, qui fonctionnent au tiers, au quart, au dixième parfois de leur capacité. Donc, il faut à la fois lancer de nouveaux équipements, mais aussi des grands chantiers de remise en état et d'entretien des équipements d'énergie renouvelable. Et au lieu de le voir comme un fardeau, il faut le voir comme une chance, parce que ça veut dire que ça va aussi créer des entreprises d'entretien des équipements d'énergie renouvelable et qu'il faut former les jeunes à ces nouveaux métiers, qu'il faut créer des lycées professionnels, qu'il faut créer des centres d'apprentissage, qu'il faut créer de nouveaux métiers pour donner du travail aux jeunes dans ces nouvelles filières. On peut aussi imaginer l'émergence de start-up, notamment dans les quartiers urbains, où l'accès à l'électricité va aussi permettre d'accéder à des nouveaux produits, à des nouveaux services, à une baisse des prix, l'éclairage, le rechargeage des téléphones à partir des petits panneaux photovoltaïques, etc. Donc tout cela aussi peut permettre de développer des services, de l'entretien, des métiers, des petits métiers de proximité et en même temps des métiers dans les grandes entreprises qui vont construire les gros équipements. Donc on a un équilibre et une articulation intelligente à trouver entre les grands équipements, comme je le disais tout à l'heure, et les services qui vont avec. L'entretien de ces grands équipements, pas seulement la construction, et l'autoconsommation, les territoires à énergie positive, les communautés villageoises qui produisent et qui consomment leur énergie sur place. Et donc cette articulation-là, dans cette dynamique d'ailleurs qu'a très bien décrit l'initiative énergie renouvelable en Afrique de la Banque africaine de développement, avec toute cette problématique, toute cette ingénierie que vous avez mis au point dans votre beau projet Énergie pour l'Afrique, on a là cette problématique qui est déjà posée. Il faut maintenant mettre en face une liste de projets et articuler les financements. Et ça, c'est vraiment mon engagement parce que j'ai entendu l'impatience, qui doivent maintenant s'engager, l'ingénierie dans la façon de conduire les projets que la Banque africaine de développement a mis au point et qui a toutes les compétences pour faire cela, et la liste des projets sur lesquels il faut démarrer le plus rapidement. Okay. Thank you very much. I'd like to turn to you now, Honourable Minister Saladin Mazur. All eyes on you. What are the issues at stake for the next president of the Conference of Parties? Merci. Merci à tout le monde. Heureux d'être dans ce panel. Merci à Dessina. Le grand challenge, c'est tout simplement de transformer tout ça en réalité. Initier l'action. L'accord de Paris a été une grande avancée. Et il y a encore beaucoup à faire. Mais ce qui est important, ce qui est attendu, ce n'est pas de revenir à la COP22 et de commencer ou de continuer à discuter autour de sujets qui n'ont pas encore été bouclés. La communauté internationale est saturée des discussions. Elle a besoin d'action.
Il a besoin de transformation. Et c'est pour cela que nous avons tenu, et après naturellement, un échange avec beaucoup d'acteurs. Nous avons voulu que la COP22 soit la COP de l'action. Et que l'esprit qui a animé Paris soit poursuivi avec la même mobilisation et avec la même dynamique. L'Afrique, naturellement, est au cœur de ces questions-là. L'Afrique fait partie des victimes des changements climatiques. Mais l'Afrique ne doit pas se lamenter sur son sort ni attendre beaucoup. L'Afrique doit agir. Et les Africains doivent agir. Et les Africains doivent comprendre, et nous faisons partie de ce continent, que les promesses n'engagent que ceux qui les croient et qu'il faut être des acteurs de leur propre transformation, saisir ce défi climatique, saisir ce défi de changement climatique pour être de vrais acteurs et que ce changement soit un élément favorable à leur évolution. Vous allez me dire, tout ça c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Mais en se projetant, il n'y a pas d'autre alternative que ça. L'Afrique a la chance de pouvoir construire un modèle de développement différent du modèle dominant. Elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé, elle est en droit d'exiger, mais elle est aussi dans l'obligation d'agir. Je tiens à féliciter la BAD, entre autres, pour l'engagement clair en matière d'accompagnement de ce changement de paradigme qui concerne le monde, mais dans lequel l'Afrique se trouve au milieu, au cœur. Donc quand on parle de transformation de l'Afrique ou de la prise de responsabilité de l'Afrique par rapport à ces mutations que le monde est en train de connaître et de vivre, pour que l'Afrique ne subisse pas les conséquences, pour que les enfants africains ne payent pas le prix, pour que les cités africaines ne deviennent pas des cités invivables, pour que le monde rural et tous ceux qui sont dans la campagne puissent vivre avec la perspective de vivre dans la dignité. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose que nous devons faire, nous, Africains, pour s'engager dans cette évolution. C'est pour ça que le Maroc, en tant que pays appartenant au Sud, appartenant au continent africain, a considéré que, naturellement, on a des obligations par rapport à la COP22. Il faut les ratifications. Et nous devons travailler en tant que pays africain pour ratifier. Il faut que les indices ou les engagements des États soient précisés. Mais il faut aussi que l'on puisse avancer sur la réponse à des questions qui sont posées et qui sont au cœur de cette dynamique. La première, naturellement, c'est la question du financement. On a essayé de faire une analyse de cette jungle de financement. Et je peux vous assurer, les amis, que n'importe qui irait pour essayer de lever des financements se trouverait pris dans quelque chose d'intenable. Concrètement, quelque chose qui peut prendre 6 mois peut prendre 6 ans. Alors, si nous voulons crédibiliser tout ça, il faut un mécanisme qui permet un accès rapide au financement dans un cadre simplifié. Et nous travaillons sur un guichet unique ou un fast-track finance. C'est un projet sur lequel nous avançons concrètement parce qu'il faut apporter des réponses concrètes.
Le deuxième, naturellement, c'est le renforcement de capacités. Quand on va chez les bailleurs de fonds, on vous dit, mais vous n'avez pas les capacités pour mener ces projets. C'est bien, vous avez des idées, votre projet a du sens, mais vous n'avez pas les compétences pour cela. Donc il faut naturellement avancer sur cette dimension-là. Quand on va chez les pays en développement, ils disent, mais on a un problème de transfert de technologie. Et donc, c'est le poisson qui cherche à se mordre la queue et on tourne en rond. Donc il faut sortir de cette logique pour aller vers une logique beaucoup plus opérationnelle et beaucoup plus concrète. Et c'est pour ça que nous tenons et nous voulons et nous travaillons pour qu'il y ait des quick wins. Il faut qu'on arrive à mettre en place des initiatives qui crédibilisent tout cet engagement de la communauté internationale. On a parlé des projets autour des énergies renouvelables. Il y a les projets autour de l'Afrique, de l'agriculture. Et le Maroc travaille sur un projet autour de l'agriculture. Parce qu'en analysant les indices des différents États africains, il y a 3 points qui ressortent fondamentaux. La question de l'eau, la question des sols et la question de la sécurité alimentaire. Donc on a construit un projet AAA qui tourne autour de ces questions et qui est complémentaire à la grande initiative naturellement africaine et sur laquelle nous allons aussi avancer avec la Banque africaine de développement. Il y a des projets autour des oasis. Nous voulons que la COP22 soit une COP du concret. Nous voulons que la COP22 soit une COP de l'action. Il y a beaucoup encore à faire. Vous avez posé des questions à Ségolène et vous avez raison de les poser. Parce que les engagements pris jusqu'à aujourd'hui ne font que réduire à 3% les émissions. Et donc, il y a encore du travail. Le compromis qui a été trouvé, c'est d'aller vers 2%. Mais l'exigence est d'aller vers 1,5%. Donc, il y a encore du travail à faire. Et c'est ça, le rôle des présidences, c'est de continuer à travailler avec les États pour augmenter encore leurs contributions et leurs engagements. Donc, on sait qu'il y a du travail, par ailleurs, à faire, mais ce travail-là, il doit se poursuivre. Ce qui doit maintenant être visible, c'est les outputs de l'après-Paris, c'est-à-dire le début de mise en œuvre de projets concrets, et c'est ça l'ambition marocaine. Thank you. Avec la présidence française. Absolutely, and thank you very much for again reiterating the importance of capacity building and finance. Now, you know very well, Minister, that the African nations are going to use COP22 as an opportunity to showcase what Africa can do and has done. How are you going to enable such a large continent to leverage this opportunity? Bien, tout simplement en considérant que cette COP, il l'a dit, Adesina l'a dit, cette COP est aussi la COP africaine. Et toutes les initiatives africaines sont les bienvenues. Nous avons travaillé naturellement avec les différents groupes, en échange avec les différents groupes, mais je tiens à insister sur le fait que le rôle des acteurs non étatiques est fondamental. La participation des acteurs non étatiques est fondamentale. Nous organisons le 23 juin une grande rencontre autour des coalitions, les 70 coalitions qui existent. En septembre, on va organiser un grand événement autour de l'initiative autour de l'agriculture. Et je crois que c'est autant d'occasions et d'opportunités pour qu'il y ait une plus grande participation des acteurs étatiques et non étatiques. Je vais vous dire, vous avez soulevé un point fondamental dans votre introduction. Vous avez dit le secteur privé, comment faire que le secteur privé soit impliqué. Je vais vous dire, le secteur privé s'implique quand il y a de la rentabilité.
Ceux qui ont la responsabilité d'amener le secteur privé à trouver de l'intérêt, c'est naturellement les politiques et le responsable public. C'est à travers les politiques publiques et à travers les engagements des politiques publiques que le secteur privé suit. Le secteur privé suit quand il y a également une massification de la demande. Et donc, il faut qu'on arrive à créer ce lien entre la dynamique politique, publique, et naturellement la dynamique privée. Le partenariat public-privé est fondamental dans la réalisation de tous les projets. Nous voyons des initiatives considérables initiées. Et donc, je pense que, pour répondre à votre question, nous souhaitons naturellement que la présence de l'Afrique lors de la COP22 soit une présence significative, une présence visible, mais aussi une présence qui donne le temps pour l'avenir, mais qui ne reste pas accroché au débat dans lequel on était avant la COP21, c'est-à-dire le rejet de responsabilité. Oui, il y a une responsabilité des autres, et oui, il y a une obligation des autres parties qui doivent assumer, mais il y a notre part de responsabilité que nous devons également prendre. Staying with you, Minister, we know that Africa is not a country. And even Dr. Adesina, when he was referring to examples, he used South Africa, for instance, as an example. And I find that troubling, actually, I must say. And I am a South African myself. But I find it troubling that whenever we talk about innovation or a new way, we're quoting one or two countries. How can we make sure that as we make our way to COP22, every African country is pulling their weight? Every African country is showcasing some kind of innovation. Everybody is meeting the deliverables. It can't just be Morocco with the biggest solar park, South Africa with commitments over 30%. How's about the rest of Africa? Let me come in. You know, the thing is, we're in a continent where the narrative is often very easy to be a negative narrative, which I don't buy. South Africa is often criticized because of its natural endowment is on coal. 85% of all of its things is coming from coal. They went to COP21, and they went with a plan which is to reduce their share from 80% by 2030 to come down on coal to about 30 or so percent, to increase their use of nuclear, to also increase their use of renewable energy. Now, you shouldn't be surprised at all. In fact, you should be proud of South Africa, because the IPP for renewable energy in South Africa is incredible. They're using wind, they're using solar. They mobilized $20 billion, $11 billion from their own markets, domestic markets. They put in an IPP auction system that actually has been able to reduce the price of energy from solar very, very low. It is the model right now in Africa. Now, but don't just stay there. Take Kenya. Take Rwanda. We supported Rwanda. They're using methane, from the which is working. You go to Guinea. I was with President Condé in Guinea, where they're talking about we're doing, hydro. You leave that, you go to Ethiopia. You see the Millennium Dam that they've done there to produce about 3,000, almost 6,000 megawatts of electricity. You go to Kenya. You see the geothermal capacity we have. It's about 15 gigawatts. We're using that. Yesterday, I was 3 days ago, I was with President Idriss Déby of Chad. And he says that in Chad, all of their streetlights are actually powered by solar. They need help with that. You go to other small countries like Niger and Mali, you see renewable energy in terms of hydro systems, small hydro systems. So absolutely everywhere you go, you see innovation. But what I want to say is that we often think that learning has to come from developed countries to low developed countries. No, there has to be a lot of South-South learning. We've got to talk about successes of what we are doing. And we at the African Development Bank have already engaged with the South Africans who have done this tremendous amount of work to take what is working and scale it. Of course,
not one size fits all, but the principles are the same. That's why I'm saying that I'm excited about it. And by the way, when people talk about, energy, and so on, I just want to just say something before I give it to my brother, the minister here. Is the fact that, it's the person who's wearing the shoes knows where it pinches the most, right? If you are in a country in which there's no electricity, and you have some countries about 5% of electrification rate, darkness has become the norm in a modern society. You can't develop with pride in darkness. That's not possible. And so if you provide electricity and the person now connects and can watch Arsenal or what is the biggest team in France, the Marseille, Olympique de Marseille. I think it's Paris Saint-Germain. PSG, Paris, oui. Mais les gens voulaient aussi voir les choses comme la télévision, voir les choses comme ça. Mais si on les connecte pour l'électricité, est-ce qu'on va le demander? Cette électricité pour laquelle vous êtes connectés là, est-ce que c'est propre? Mais c'est pas propre. No. People want power, period. Right. if you are hungry and somebody comes to you and says, I want you to give you food, but you're very hungry, you're starving. You don't have a choice to say whether this food is organic food or not organic food. You just need food. And then after that, you start thinking of how to do things. The point I'm trying to make practically is this. Africa is hungry. You plot a curve, y-axis, x-axis. You look at Paris, we agreed on collective but differentiated responsibility. If you're on that y-axis and you are a developed country that has actually had a lot of high energy supply, so you're fat and you need to reduce, then you have a decay, you can go down this way. If you look at where Africa is today, ladies and gentlemen, we are zero. That's reality. And if we were to transition from zero, we go negative. We go negative. Everything that Madame Royale has said, she talked about terrorism. She talks about joblessness. She talks about migration crisis. She talked about environmental degradation. She talked about the Lake Chad Basin. Africa needs, je pense qu'en français on dit, il faut pousser l'énergie. Mais il y a le mix d'énergie qui est très important. C'est vrai. On va faire toutes les choses. I want to say we will use all the sun we have until it becomes the moon. Okay. But we got to be really practical when it comes to issue of energy. If you are not in darkness, you don't understand what it is not to want to be in darkness. Yeah. I digress. When you quoted the shoes and the pinching, I've heard that quote before. I heard it in a Nollywood movie, which means you watch Nollywood movies. I watch a Nigerian Nollywood movie, which is one of our exports, as you know. Minister Mazur, just finally, I think I've got the Africa perspective. Just a final one, very briefly. I heard a statistic last week which was very impressive, which is in North Africa, you've got just about universal access to electricity. If I could ask you very briefly, what's happened in North Africa that's enabled that region to do that? Ça a été possible parce que il faut, à mon avis, 2 ou 3 choses fondamentales. La première, il faut qu'il y ait des politiques publiques volontaristes. C'est fondamental. Et 2, un développement progressif des compétences et des capacités. Nos partenariats, entre autres avec l'Union européenne, avec des pays comme la France, etc., nous ont permis de développer ces compétences au fur et à mesure. Et donc avoir cette maîtrise en matière de mise en œuvre de projets. Troisième point, c'est la confiance des bailleurs de fonds. Il faut du financement. Nos pays n'ont pas les capacités de mobiliser des financements propres. Donc plus il y a la confiance, plus naturellement l'accélération se fait. Notre expérience avec la BAD illustre cela. Hein. On est les premiers clients de la BAD et la BAD fait confiance au Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc délivre.
il délivre, il a des projets, il les planifie, c'est clair et c'est réalisé dans les délais. Et donc tout cela a fait que nous avons pu, en l'espace de 20 ans, généraliser l'électricité à l'ensemble du territoire national. 99% du territoire est couvert par l'électricité. Ceci nous a permis également de regarder et de se projeter vers l'avenir, c'est-à-dire limiter notre dépendance énergétique en allant vers des énergies renouvelables. 52% de notre mix à l'horizon 2030 sera entièrement fait sur la base d'énergies renouvelables. C'est un choix important, même s'il y a un différentiel de coût. J'étais ministre des Finances quand la décision a été prise en 2009. Le différentiel de coût était de 30%. Mais la décision a été quand même prise d'aller vers le solaire et vers l'éolien. Et ceci nous permet aujourd'hui, 6 ans ou 7 ans après, de voir que ce différentiel a baissé à quelque chose aujourd'hui autour de 15% et qu'il va aller vers un équilibre. Il suffit qu'on exporte 20% de notre énergie pour avoir un coût nul. Donc, c'est une question, comme j'ai eu l'occasion de le dire, de conviction, mais également de vision. Et c'est possible. Tout cela est souvent présenté comme étant quelque chose de complexe et de compliqué. Il faut faire confiance à ses capacités. Les pays africains, on est africains, on connaît nos compétences. Il y a des élites magnifiques, il y a des capacités et des compétences magnifiques. Il suffit juste d'oser, d'avancer et de ne pas attendre que quelqu'un, quelque part, vienne nous régler nos problèmes. C'est nous qui allons les régler nous-mêmes. Thank you very much. I'd like to move on now, and if I could ask our panelists to just give the most succinct answers so that we can get to the floor quicker. Honorable Carl Herman Gustav Schlettwein, Minister of Finance, Namibia, I'd like to raise another issue, which is the green economy. This is very important. We mentioned the private sector, and again, it's been alluded to. How can we even talk about reduction of carbon emissions, contributing positively to the Paris Agreement when Africa is on the cusp of its own development, and that development is to a large extent predicated on mining, manufacturing industries? Can we really do this? Thank you very much, and I want to thank the organizers for having included me into this panel. It's very exciting. Well, Namibia has signed up to COP21. We were participating actively, and we are fully committed to its full implementation. But I think we also believe strongly that COP21 is much more than an environmental issue. It is, in fact, a developmental issue. We are talking about living in a global village, and we are talking about joint responsibilities to make that village better. But that village, unfortunately, has a luxury hill in the northern part and an informal settlement without sanitation, without water, without electricity in the south, and mainly in Africa. That suburb is called Africa. So I don't want to be negative about it, but it illustrates the point that if the green ecology or the green economy, does not translate in narrowing the divide, in eradicating poverty, in addressing the needs of poor people, which are quite different from the needs of affluent societies, we will not have the success we believe we have signed up to. Our expectation for COP22 is to make COP21 a much more binding instrument. And I'm saying it because of experience. We had the Monterrey consensus. What came of it in terms of the development agenda? Not much. We had the WTE Doha round, which was close to Africa. That is how we wanted to develop. What came of it? It fizzled out. If we do not build trust and capacity to deliver in these or from these international global instruments, I think we spin ourselves into a challenge. Yeah. Now, COP22 gives us that opportunity to build trust in these
global undertakings that we all have now confidence in. And COP21 is one of those that is hailed as a turning point. We are turning a new page, and I really hope it would be. But I think, as the President has said, Africa can and must take its own future in its hand. We cannot wait for others to do what we need to do ourselves. So we have to generate our own resources as best as we can. There are huge opportunities that we have where we can work together in the international world. We can use the 60 billion illicit flows that are ours. They are just illicitly leaving the continent. We need cooperation from those that receive them to bring them back into our continent so that we can leverage them for development. It doesn't cost them a cent. It's not their money. It's actually our money that we are just getting back. And we should not only look at the criminal part of illicit outflows. We must look into the tax avoidance, tax evadance of that, which is 60% of the illicit outflows. So I think it's a big opportunity that we have. Africa is, as the President has said, endowed in raw materials and even human capacity. We have the youngest population. We have many things going for us. Let's leverage that to build up our resources, to develop our own. Lastly, I think there is some assistance that we can and that we hope that we will get through COP22. We must get the necessary intellectual property to develop our green economy for free. We must get finances at least concessional rates. We must get transformation of technology for free. And we must not shy away from free movement of people and expertise in that global village. We should not feel for our passport when I go from my informal settlement to Luxury Hill. Yeah. Thank you. Now, I know that Namibia has a lot going for it. You know, you've got a thriving film industry, you've got new energies, but I want to focus on the mining aspect because that has resonance with what's going on in the rest of Africa. What incentives can African nations, African leaders create to make sure that investors, local and international, come on board with this agenda? They need to be incentivized, a profit motive for them to go green, for them to commit to this agenda. Well, I don't know whether you mean with incentive subsidies or whatever, but I think the first point one would want to make, and I think Africa is making strides in that, the most recent profiles of African countries by UNECA are indicative of that, and that is we must create a level playing field, we must be transparent in our operations, we must improve accountability, we must improve the environment in which to do business. There must be a trust-based environment, an environment that is based on the rule of law and on democracy and on openness that induces investors come in. I think openness, accountability is a common good, and it needs some investment in by our own country. So that's the first point. But I think we are still in the scenario which one can call the resource curse or the resource paradox. And I think it is a well-known fact where we are price takers in all aspects. We are price takers for our raw material, our commodities. We are price takers for our finished goods that we import. So I think Africa must be heard and must be allowed some policy space to be a meaningful participant in the development agenda and the global rule-making so that we can get our pound of flesh out of the deal. Right. Okay, I'd like to move the conversation along so that we get to the floor quicker. Peter Craig McQuaid from the European Commission, your views, because obviously there is that divide, isn't there? Who bears more responsibility? And the view is
European Union, United States, you should do the heavy lifting. Thank you. Well, good morning, everybody, ministers, excellencies, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here. So first of all, what is the EU doing? First of all, we think the Paris Agreement is a great opportunity. It's an opportunity for economic transformation, for creating jobs and growth throughout the world. And implementing the NDCs is now a great opportunity too, to achieve the Sustainable Development Goals and to work on poverty eradication. And this is really important for Africa. And as Mrs. Ségolène Royal was saying, all of the agreements from last year must be worked on together. The Sustainable Development Goals, the Addis Ababa Agreement on Finance, the Sendai Agreement on working on disasters and resilience, as well as Paris. We need to work on them all together to achieve these goals. So this year, governments in particular will be working on implementing their NDCs, and we intend very much to support them in doing that. And we intend also to make it easier for them to gain access to support. The current international climate landscape is fragmented and is complicated, and access is difficult. So we're trying to work, and we're working particularly in a partnership led now by Germany and the World Resources Institute to try to improve that offer made by the developed countries to developing countries. And we hope that will bring some change. We will continue with climate diplomacy. This is one of our actions in order to continue advocacy for Paris and everything that Paris stands for. We will continue to be a leader in climate policy and negotiations from the European Union. We adopted our own INDC for the European Union first, and this is based on our own long-term perspective. We have our policies for 2030, and we also have a long-term roadmap for the middle of the century in terms of reaching 80 to 95% reduction in emissions compared with 1990 by 2050. And we continue to have our commitment to that, a clean energy transition. We're putting all of our resources behind that, science, technology, resources, research, as well as our external action and development spending. We are the largest contributor of climate finance. We're in fact the largest contributor of overseas development assistance overall. That's the European Union with its member states. And we're committed to the goal to reach $100 billion by 2020, and we are on the way towards that. And we are currently discussing amongst the developed countries how we are going to produce our narrative ahead of Marrakesh on the progress that is being made and the ambition to reach the 100 billion target in time for 2020. We're also committed to mainstreaming climate change in all of our actions and all of our budget. We will be spending 20% of all of our European Union budget on all policy areas on actions relevant to climate change, including what we're doing outside the Union, but also inside the Union. We have a number of programs to do this. We have a flagship called the Global Climate Change Alliance, which is supporting in particular least developed countries and small island developing countries, focusing particularly on adaptation, but not only. And we're going to be supporting countries in implementing and taking further their NDCs. And we've decided to mobilize some more money to provide assistance for countries in implementing their NDCs. We're also supporting preparedness for crises, and this is particularly important for vulnerable countries. We're seeing more and more impacts of climate change, which means that countries need to build their resilience to climate change. We have a number of initiatives underway in Africa. We have Agir in West Africa and Share in the Horn of Africa. We're supporting forestry initiatives as well. So I think we're doing a great deal. How can we continue to support the means of implementation of the Paris Agreement? So its finance, its capacity building, and its technology. They've all been mentioned already in the debate. As I said earlier, we're committed to the $100 billion target. And I agree that we need to work to ensure that climate finance instruments are better suited to Africa. If you look at the past record, Africa has not benefited enormously from the current finance instruments available globally. We need to improve that situation. We need to ensure that the multilateral development banks focus on supporting low emissions development. I think you're concerned about timing. I am, Yes. because we've literally got 20 minutes or so left of the session. So 2 questions to you very briefly. The first question is this, the moral impediment. If we're committing to the Paris Agreement, the people who bear the greatest responsibility, that's the view, should be countries of the European Union, the developed economies. Let them be the ones to fulfill the obligations of that agreement and give Africa and developing nations a little bit more leeway. What do you say to that?
Well, I think, first of all, that this is a global agreement that everybody is committed to, and this requires action by everybody, by the developed countries, by the emerging economies, and also by all other countries, all other developing countries. And I think if we look at the situation now with emissions, we should focus on the fact that the emissions from emerging economies are very significant. So it's not just the developed countries that have responsibility. We live up to our responsibilities, but we call on others to make their own contribution on a voluntary basis to providing assistance to developing countries. Africa, we think that we should help Africa and other developing countries to move on to the right development pathway, not to make the mistakes that we have made in the past, but to take advantage of the knowledge, the technologies we have now, to go for the right, clean, green development pathways. And we should help Africa and other developing countries do that. And the second question, I was in Milan last week where the Africa-EU energy partnership was under discussion. And clearly a lot of resources have been mobilized from the EU into renewable energies in Africa. Even Madame Royale mentioned the €3 billion figure. What can we do to facilitate innovative financing? You know, if we're all chasing that fund, that 10 billion, what are other ways of finding cash and directing it towards innovative projects here in Africa? Well, I think we have to recognize that business as usual is not enough. We can't just act as conventional donors. We have to realize the scale of the challenge, and realize the scale of the challenge can only be met by working with the private sector. So we're working increasingly to use public funds to leverage private funds. We have investment facilities for every developing region in the world, including Africa. AFIF, we have an African investment facility, and we're working with private finance to leverage much more significant money for energy projects. We have a rural electrification initiative we've just launched called Electrify. The first call for proposals has been very, very encouraging. We have 264 proposals, including from 34 African countries, which translate into a large volume of projects, and we're currently analyzing these proposals. This is for underserved rural areas, people with insufficient access to energy. So we think we can meet some of those needs, in particular in Africa. Thank you so much. And we finally get to you, Mr. Mohamed Bouvogi, the Director General of the Africa Risk Capacity. When are we going to stop talking disaster management and talk about preparedness? Yeah, thank you very much. First of all, really, I want to thank you, Akin, for inviting me here. And I really want to congratulate Minister Ségolène Royal. You are an expert. Sincerely speaking, you are an expert, and you are a voice for Africa. So we'll certainly come to you to make you also one of our champions. I know. Je le sais. Okay, so we have been talking about development, about growth, about bringing energy in to make sure that we really harness progress in Africa. But I think we have not been managing risk. We have been managing disasters so far. We have seen drought moving from once in 30 years to 20 years to 10 years, and now once in 3 years. Look at Malawi. President Adesina just told you about it. And who is having the biggest impact of that climate change? It's certainly not you and me. It's the farmers. That majority, that silent majority of 70% of our population living in rural poverty, that is really having that first impact. And a lot of solutions have been tried. Appeals, they arrive 9 months later. Too late. People have lost their assets. They left. They went for immigration. You have political destabilization. She just gave all the examples. I don't need to repeat them. How long are we continue to do that? A country like Kenya, one drought in 10 years can take 4 points of GDP. And Kenya and Malawi just had 4 successive droughts recently. More than 6 million people are affected. So we cannot continue like that. And in fact, Africa did not wait. And Africa proposed a solution. Proposed a solution where you can harness ODA money, government budget, and private sector intervention to make sure that you can build a system
that respond to a challenge in the long-term basis. And this is insurance. By doing what? First, developing early warning. That is top-notch technology-based, linked to satellites, understanding what are the risks that are coming there for the next 3 to 5 years to 10 years. And then linking to that, pre-planning, very good contingency plan, because it doesn't serve if you have money and you don't know how to do it, you are not prepared. Yeah. And then finally, solidarity in Africa, pulling countries together. If I insure myself alone, it's too expensive. But if we are 10, we gain on the cost of the premium. So, and finally, it is timeliness. Because if you prepare enough, using technology again, which is available there. We have a software, for example, in our case, that is accepted by governments, by the insurance world, and the reinsurance world. If you can forecast properly, and you can plan, and your insurance can trigger exactly at the moment when the disaster occurs, because you have a pre-planned, ready, you can just deliver, and people don't feel. You give them a shock absorber. They are hit, but they come back where they are. You know, and life continues. I won't say like before, but at least close to that. Right. So you don't lose all your GDP. You don't lose your growth. You don't draw your development resources to disaster management. So in short, what we are trying to do is to move from disaster management, as you exactly said, to risk management. We don't manage enough risk. And this is where we have to move. It is a priority to go to climate-prone disasters because these are the 2/3 of the disasters we are witnessing in Africa. But certainly, these have to be moved forward. Right. And in terms of innovation, you just said, I think the combination of using ODA money to prime the pump, because this system, at long run, can self-finance itself. What we need is to prime the pump. President Adesina just asked that we need support to African countries so they can be able to pay the premium. We want them to be able to pay the premium until they embed in their own system the public policies that make it natural to do it. We have seen big countries, very big countries, I don't want to give name, that are going through very difficult situation. And they allocated millions of dollars, hundreds of millions of dollars, but no contingency plan. Yeah. So therefore, it's not working. So this is what Africa is bringing on the table, and we want to harness this in Marrakesh. Our objective is 150 million Africans insured by 2020 in at least 30 countries with a coverage of $1.5 to $2 billion. Very simple, very clear, and we can make it. I interviewed the chairperson of the Africa Risk Capacity for BBC the other day, and she said, whilst about 30 countries have signed up, only 7 are making their premium contributions. So there's a bit of a disconnect there. Well, you have to understand that this scheme started just 2 years ago. So it is a process. 32 countries have signed now, but 7 countries have had the possibility to access to insurance. And the main constraints are threefold. Number one, is the institution itself to be built. Remember, it is a startup that was very creative, very innovative. You have to build around it now a system, an institution, and link with government. The second constraint is the understanding of the government themselves, what it is about. I want to ask the question, who manages risk when you are doing your economic planning? Who manages risk when you are talking about your budget planning? Very concretely. And then ask frequently this question to ministers of finance, some of them. And, one of them from a very big country told me, in fact, you are right. Maybe we should have a senior risk officer in our Ministry of Finance, particularly looking at this aspect. So we are moving, and it takes time. And then finally, we need to make it a holistic approach. It is necessary to understand what Dr. Adesina is advocating. You cannot talk about economic development without risk management anymore.
Thank you. All right. Please give him a hand. Thank you very much. Okay, we literally have 10 minutes left of the session, but I just want to ask a question from the organizers because I can even see that Dr. Adesina looks like you've got to go somewhere. Yeah, my board meeting starts in 1 minute. Can we please release the president of the African Development Bank? Warmly, warmly. We can let him go without judging him. All right, as he makes his way, we're going to spend the next 10 or 15 minutes taking questions. I'm going to take the questions as a block here, then there, and then there. So please, raise your hands up and let's just make sure a microphone gets to you. Raise a hand up if you've got a question to ask. Okay, so the first 3 questions are this way, please. We'll start with you, the gentleman to the left. Bonjour, je suis Alexis de Roquefeuille, président de Citizen Planet, renforcement des capacités en matière d'environnement. Ma question va être très brève et très simple. Est-ce que la prochaine COP ne serait pas orientée vers une transition, vers une appréhension plus systémique des questions relatives à la nature, à la protection de la nature et de la biodiversité dans ses rapports avec le climat et avec la croissance économique? Une approche plus globale, plus systémique, la continuation du virage qui avait été déjà pris à la COP21, c'est-à-dire l'intégration des océans, des forêts, vers une approche finalement plus systémique des facteurs naturels dans les causes du changement climatique. Merci beaucoup. Okay. Please may I request that the questions be brief. We'll take another question. There was a question on this side of the room. Yes, sir. Merci, M. Moulombi, Croissance et Environnement au Gabon. Alors, ma question s'adresse à M. le ministre Mézoard. La COP22 se tient au Maroc. Nous vous avons suivi et nous avons suivi le ministre mozambicain et Mme Royal sur les questions de conflit. Ne pensez-vous pas que la Banque africaine de développement devrait être le seul interlocuteur pour les instruments financiers quand on voit le serpent qui se mord la queue, le poisson qui se mord la queue? Est-ce que la Banque africaine ne doit pas être le seul interlocuteur pour que, enfin, cette banque qui connaît les problèmes de l'Afrique aide l'Afrique à se développer? Merci. Okay. Yes, sir. Yeah. Liévin Fellio, président de Sherpa. Sherpa est un think tank basé à Paris, mais qui est un think tank panafricain. My first question is that diaspora is today $60 billion a year. I can't understand how it's not possible, and it's also phenomenal savings. So instead of asking help everywhere to everybody, please, African brothers, it's not possible to put up something like an investment bank for diaspora, something like that. Then you can mobilize those funds for infrastructure and environment. That is my first question. No, only Ma one question, question. Only et ma one question est pour question? Madame Royal. Est-ce que vos entreprises, est-ce que les PME françaises, s'il vous plaît, qui sont très innovantes, peuvent, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour faciliter les interactions avec les PME africaines? Okay, so ground rules established now. One question per person. Fine. Let's answer the questions, please. Madame Royal, let's start with you. Innovative financing, we heard about diaspora bonds, that sort of thing, SMEs in France. What do you say to that? Alors peut-être répondre à la toute dernière question qui vient d'être posée. Justement, c'est une très bonne question. Les interconnexions entre les PME françaises et les PME africaines ou les PME d'autres pays, parce que ce sont des réseaux très performants et surtout habiles et agiles et souples. Je reviens justement de Nairobi et j'ai signé une convention avec la fédération de toutes les PME liées aux énergies renouvelables. Donc ça, je crois que c'est très important. Ce que je vois aussi dans l'attente des pays africains, ce sont des coopérations, par exemple, triangulaires. Vous voyez, des coopérations France-Maroc-Afrique, des coopérations Maroc-Chine-Afrique, France-Chine-Afrique, etc. Et je pense que c'est ça qui a monté, puisque chaque pays ou chaque continent a des savoir-faire, du potentiel. Et donc, il faut que les pays africains aient la liberté de choisir leurs interlocuteurs à partir des appels d'offres et que les partenaires industriels aient l'intelligence de faire des coalitions pour que chacun apporte au mieux et au meilleur prix
ce qu'il peut apporter. Et de ce point de vue, il y a une initiative très importante qui a été prise dans le plan d'action Paris-Lima, et donc Paris-Lima-Marrakech. Maintenant, c'est la coalition énergie solaire, une grande coalition sur l'énergie solaire qui a été structurée avec l'objectif de faire en sorte que les différents pays qui vont vouloir, dans cette ceinture de l'équateur, accéder aux énergies solaires, puissent faire des appels d'offres communs pour faire baisser les prix. Et ça, je pense que c'est une nouvelle ingénierie très intéressante qui peut permettre d'aller de l'avant et d'accélérer les choses. Sur la question de la Banque africaine de développement, bien évidemment, c'est le pivot. C'est le pivot des financements des actions en Afrique. Et c'est précisément là où nous recherchons une ingénierie financière souple, et notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque moi, en tant que responsable, en tant que président de la COP 21, j'ai la responsabilité de faire en sorte que la parole soit tenue sur ce qui a été dit à Paris. Je veux parler des 10 milliards d'engagements pour l'opération énergie renouvelable. Elle sera adossée à la Banque africaine de développement, mais il faut aussi que les bailleurs aient une visibilité sur la destination de leurs fonds et que cela se fasse de façon rapide et souple. Et que par ailleurs, les fonds européens aussi, auxquels on reproche beaucoup la lenteur, la complexité, etc., soient rassemblés, c'est ce à quoi je travaille avec la Commission européenne, soient rassemblés, soient rapides et puissent aussi être adossés à la Banque africaine de développement en ayant aussi une transparence sur l'utilisation des fonds pour pouvoir répondre aussi aux attentes des pays africains qui veulent qu'il y ait un partenariat privé-public qui s'engage. Et ça rejoint aussi l'autre question sur la diaspora et sur la masse des fonds financiers. Je pense que c'est une vision en effet très, très, très moderne et très constructive de voir les choses. Il faut sortir du système où on attend de l'aide et puis on attend de bouger, alors qu'il y a un potentiel considérable. Et au fond, l'aide, elle vient comme levier, finalement, et comme obligation et comme transfert de technologie. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, dans un multilatéralisme, dans des coopérations multiples qui sont au service des projets et non pas au service des bailleurs. Et ça, vous voyez, je l'ai même dit, ils n'avaient pas l'habitude d'entendre un discours comme ça hier à la Fédération des PME françaises. J'aurais dit, vous n'êtes pas là pour projeter votre propre vision des choses, vous êtes là pour faire la meilleure offre possible par rapport aux projets qui émergent sur le territoire du continent africain. Et l'objectif, quand même, c'est qu'ensuite, les produits et les industries liées aux énergies renouvelables, la construction des panneaux photovoltaïques, la construction des éoliennes, les technologies de l'hydroélectricité soient construites dans des usines en Afrique. Et pour ça, tout se tient. C'est-à-dire il faut l'électricité pour pouvoir développer l'industrie. Mais au bout du compte, c'est ça l'objectif, c'est l'autonomie énergétique de l'Afrique avec la construction sur le continent africain des usines liées à la montée en puissance des énergies renouvelables. De la même façon que l'Europe a la même aspiration. Pendant très longtemps, on a été dépendant de l'importation des panneaux photovoltaïques chinois. Comme il n'y avait pas de concurrence, c'était très cher. Et comme l'a dit Salah tout à l'heure, on voit une baisse du prix maintenant des panneaux photovoltaïques parce qu'il y a de la concurrence. Et donc, au bout du compte, c'est à la fois au continent africain ensuite de produire sur son sol les équipements liés aux énergies renouvelables. C'est ça l'objectif. And there was another question about integrating approaches, going back to those integrated approaches. Anybody want to take that? The gentleman said that we need to transition to a systematic approach where we're looking at the broad spectrum, nature, biodiversity, energy. Do you want to answer the question? Si j'étais compétent, je l'aurais fait avec plaisir. Mais je pense que la question est pertinente et je dirais que quand je vois les différentes initiatives qui sont prises, les océans, les oasis et une multitude d'initiatives qui sont prises aujourd'hui, il est évident qu'il y a une dynamique qui va vers une intégration de la problématique dans sa globalité. Ce qui est important, c'est qu'il y a une prise de conscience et un début de tournant. Paris était un événement important. C'est un tournant dans la dynamique que nous sommes en train de vivre par rapport à cette problématique-là. Si nous tenons à ce que la COP22 soit une COP de l'action,
c'est parce que dans la perception collective des opinions publiques, Paris a réglé les questions de consensus et qu'il faut passer à la mise en œuvre. Si on continue lors de la COP22 à discuter encore, les gens vont se dire, mais ces gens-là se réunissent pour parler. C'est où la crédibilité de la démarche? Donc c'est pour cela qu'on multiplie les initiatives, on continue à favoriser les différentes initiatives, à poursuivre les discussions. Il y a l'équipe des négociateurs qui continue à faire le boulot, mais à côté, il faut commencer à mettre des choses en marche. Les choses qui reviennent le plus, c'est les questions autour de l'énergie, c'est les questions autour de l'agriculture, c'est des questions de cette nature-là qui reviennent le plus. Et donc, comme c'est ce qui est apparent le plus et ce qui est le plus demandé, il est fondamental de le mettre en œuvre. Dernier point, pour répondre à la question de la BAD, juste rapidement, pour dire, nous travaillons sur ce qu'on appelle le guichet unique. Pourquoi un guichet unique? Parce que je reviens au début de mon intervention. Quand j'ai dit les gens se perdent dans les méandres des différentes sources de financement. Un guichet unique permettra d'offrir à la carte des choses qui vont simplifier la vie aux porteurs des projets. Et comme il s'agit d'États ou d'entreprises privées ou d'entreprises publiques, le fait d'arriver à mettre en place un guichet unique va permettre d'accélérer la mise en œuvre des projets et la réalisation des projets. Donc nous sommes dans un grand effort de simplification qui aidera à donner de la visibilité pour qu'on passe enfin à l'action, parce qu'il y a une grosse attente de tous les pays, et particulièrement les pays en développement, les pays africains. Et je ne parle pas des États insulaires, les pauvres, qui, en se projetant sur quelques années, ils se disent « mon pays va disparaître, la responsabilité c'est l'autre ». Je pense que le temps de l'action est venu, il faut le faire, et le faire avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de force. Right. Another round of questions. I'm going to make this, unfortunately, I'm going to make this the last round of questions because the answers are too long. Yes, sir, go ahead. Merci beaucoup. Mon nom est Thierno Bokartal. Je suis le président de la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables. Je voudrais saluer ce panel, Madame Royal, qui est ma compatriote. Je suis sénégalais. Et son Excellence, je viens du Maroc comme ça. Alors, moi, mon institution est dans l'action. Parce que nous avons fait accéder environ à plus d'1 million de personnes aujourd'hui à l'énergie, à travers l'énergie solaire. Nous avons fait un chiffre d'affaires l'année dernière de 200 millions. What is your question, sir? No, Only I'm questions. coming. 200 millions de dollars. What is your financés par les question, banques sir? américaines. Ma question, c'est une suggestion. La suggestion, c'est à l'endroit du ministre des Affaires étrangères du Maroc. Pour dire que pour la COP 22, au lieu qu'on présente l'Afrique comme un continent assisté, pourquoi l'Afrique ne sera pas présentée comme un continent acteur? Il y a des bonnes pratiques qui sont faites en Afrique. Le success story existe. Est-ce qu'il n'y aura pas de side event où nous aurons la possibilité de démontrer Fantastic. ce qui se passe en Afrique? C'est une suggestion que je voulais faire. Merci. I think we get the gist of your question. Thank you. Yes, sir. In front, quite ahead. Yep. Sami Zarloul, Executive Director of the African Development Bank, representing Egypt and Djibouti. My question is quite clear. Following on the issue of the one single window, I think we also have to have an idea about how can we split the institutional structure behind that. We're having a lot of actors, the bank, the African Union, all of those actors, and we have a lot of responsibilities, and there's a lot of legwork that has to be done. Now, the idea is that how can we split this legwork to make sure that we have an institutional structure that will be able to respond to the fast tracking Okay. of this operation implementation. Thank you. Okay. Next question, please. Are you leaving? Please, can we allow Madame Ségolène Royal to leave? Okay, next question. Question here in the front. Yes, go ahead. No more questions. Were they all directed at her? Yes, sir. Carmelo Cocuzza of the European Investment Bank. My question was, in fact, for the presidents of the COP21 and the future COP22. We've seen the African Development Bank take on priority
projects and the priority high fives, the 5 priority high fives. Wouldn't it be great if also the COP21 to COP22 president take on priority projects that they could also help implement? Yeah. I'm talking more specifically about INGA, which has taken years to implement, and in itself will constitute a great achievement in being able to implement it successfully. Thank you. Great question. Any last questions before we close this session? Going. Didn't you just ask a question, sir? Gone. All right, so the first question was, how can we make sure that Africa is not, that all of Africans can participate in COP22? L'Afrique sera présente à la COP22 parce que l'Afrique a toujours été engagée, elle a toujours été volontaire. Elle a joué un rôle important à la COP21. Cette COP se tient sur une terre africaine. J'ai reçu toutes les assurances et de l'engagement de tous les pays africains sans exception pour faire de la COP22 un succès, pour avancer et naturellement quelque chose qui va refléter l'esprit qui a été avancé par mon ami sénégalais, c'est que l'Afrique n'est pas uniquement un continent d'assistanat, c'est un continent d'action et c'est tout l'esprit de mon intervention de départ. Et je lance naturellement un appel à tous les acteurs africains, publics, société civile, secteur privé, pour qu'ils assistent en force. Naturellement, il y a des side events, il y a des espaces réservés, il y a toutes les conditions de réussite de la COP22, donc tout le monde sera naturellement le bienvenu. There was also for you, Minister, there was the question about the single window that you raised, and couldn't you just come up with one kind of institutional framework through which Africa's issues are channeled? Je suis d'accord naturellement autour de ça et c'est un des points que je vais discuter avec Adesina tout à l'heure. C'est un des sujets à côté des autres sujets, d'autres initiatives que le Maroc veut mettre en valeur à l'occasion de la COP22. Donc c'est un des sujets qui sera traité, mais je suis d'accord, il faut donner de la visibilité, et il faut donner un cadre qui permette de faciliter la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Il n'y a pas mieux que la BAD pour cela. May I ask you, Minister Gustav Schlettwein, to just add your voice on what was said? Pick a priority project. Now, I know that a lot of the negotiations happen at multilateral level, but if you could say, as an African finance minister, what's the most important issue that needs to be addressed, and what's a priority project that you would implore on your colleagues to pursue? I think off the cuff, I would say the most important project with the most impact would be off-grid renewable resources for rural communities that would be spread all over the whole continent. And having said that, I think to latch on to what the Honourable Minister of Foreign Affairs Morocco has said, I think we have an opportunity with COP22 where an African country is chair to make the voice of Africa heard better. And I think that is where we are falling short. We are having only a very timid voice in the international world. Now we have an opportunity to increase that voice. Thank you. Fantastic. And finally, I'd like to ask my own question, and it's both to you, Craig, and also to you, Mr. Bovuge. We heard about the different kinds of ways you can mobilize capital. Could pension funds come in and help with the African risk capacity? Yes, certainly. Number one, the African capacity has an insurance company where capital is necessary. Then more capital we have, then more leveraging we can do. So therefore, pension fund can certainly come in. These are quiet funds and not risky, and I can be sure that it is well managed. To show you how well managed it is, now when we go to the markets and put up $1, we have an offers of $3. And as of today, we have 20 international reinsurance companies, including Swiss Re, AXA, Munich Re, etc., that are reinsuring what we are putting on the table. So we should be proud that it is really well managed and there is a trust on it. Okay, and then Peter Craig McQuaid, finally,
the lessons that have been learned very briefly from, say, countries like Germany, for instance, where you've seen a real synergy between IPPs, the banks, the investment banks, the things that we could emulate? Not an easy question to end with. Well, I think perhaps one lesson is that in Europe we've shown that we can decouple economic growth from growth in emissions. So I think that's a lesson for everybody who hasn't done it. It is possible, and we can have a much more green growth pathway. Otherwise, I think the lessons in finance are rather complex, but we need, as has been said, we need enabling environments in countries to attract investors. Then we need to work together between public actors and private actors, banks, insurance companies, institutional investors, to put the whole package together. So it means providing the information, providing the tools, helping those who can to package projects together so they attract larger investors, de-risking, covering the currency risks. All of these issues need to be covered, but it can be done. We need to continue this work. Thank you so much. And we've overrun the session by 15 minutes, so thank you very much to our panelists for indulging us. Thank you for staying and listening. Please, can we acknowledge all who've participated here today? There's been the Honorable Ségolène Royal. There's been the Honorable Saladin Mazur, who is the man to watch as we go to COP22 in Marrakesh. There's been the Honorable Carl Herman Gustaf Schleitvan, the Minister of Finance in Namibia. There's been Peter Craig McQuaid, who's the head of unit at the European Commission. And finally, there's been Dr. Mohamed Bouvogi, the Director General of the Africa Risk Capacity. This is the end of Towards COP22. What are the issues at stake?